biologie médicale, à la chirurgie, et je vais vous parler de deux choses principales, à savoir les nouveaux traitements oraux du cancer du sein, deux de ces traitements oraux, parce qu'il y en a beaucoup, et également le parcours de soins qu'on a mis en place pour aider les patientes à mieux appréhender ces nouveaux traitements oraux qui constituent vraiment, c'est un nouveau paradigme de prise en charge du cancer du sein, je trouve vraiment incroyable. Si on se focalise sur les 4 à 5 dernières années, dans le cancer du sein, il y a eu une multitude d'innovations thérapeutiques. Je pourrais vous en citer aussi bien en situation adjuvante qu'en situation métastatique, aussi bien pour les patientes qui ont un cancer, donc ces fameux cancers RH+, hormonodépendants, pour les patientes qui ont un cancer du sein HER2, et également pour celles qui ont un cancer du sein triple négatif, avec sur les derniers congrès internationaux des grosses innovations. J'ai choisi de vous parler de ces deux traitements. Donc le premier, qui s'adresse aux patients qui ont une maladie avancée, donc métastatique, hormonodépendante, et le second, qui s'adresse aux patients qui ont une maladie particulière, qui est une maladie qui porte une mutation, les fameuses mutations BRCA1, BRCA2. Je pense que vous connaissez, ce sont ces gènes qui prédisposent entre autres au syndrome sein-ovaire. Alors, on va se focaliser sur ce premier traitement. C'est un tout petit peu technique, mais je vais essayer de simplifier au maximum. L'idée des thérapies orales, en fait, c'est d'analyser les cancers en détail avec différentes techniques de biologie moléculaire, de séquençage, des choses assez modernes, et de comprendre les particularités de chaque maladie. Il faut bien s'imaginer qu'il n'y a pas un cancer du sein, il y en a une multitude et chacun a des particularités. Donc l'idée, trouver cette particularité et la cibler. On prend cette classe de traitement, ça s'appelle les cyclines. Cyclib, ça veut dire inhibiteur de cycline dépendante kinase 4 et 6. C'est un petit peu barbare, mais schématiquement, en fait, ce sont des enzymes, des protéines qui sont indispensables à ce qu'on appelle le cycle cellulaire. Le cycle cellulaire, c'est quand la cellule va passer par différentes phases pour se multiplier. Et ce qu'on sait dans le cancer du sein, c'est que assez fréquemment, cet axe, l'axe qu'on appelle CDK-cycline, il est perturbé. Il est trop exprimé ou bien il est dérégulé. Et du coup, ça, c'est vraiment une particularité des cellules qu'on va aller cibler. Alors, je vous présente ce qu'on appelle des données de survie. Vous avez ici, sur cet axe, la probabilité de survie sans progression. Donc la probabilité que la maladie n'évolue pas. Et vous avez ici l'axe du temps en mois. Deux courbes, une courbe orangée qui correspond au traitement de référence des patients qui ont un cancer du sein métastatique hormonodépendant il y a quelques années. Et en bleu, l'association de ce traitement de référence il y a quelques années avec la molécule à l'étude, vous voyez ici le fameux cyclib. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette courbe? Je pense que ça parle assez rapidement, c'est qu'extrêmement précocement, les deux courbes se séparent très nettement. Vous voyez, dès 1 ou 2 mois, elles ne vont jamais se recroiser d'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un gain de survie sans progression de 10 mois. C'est-à-dire que la progression de la maladie elle est reculée de 10 mois quand on associe ces deux traitements. Et chose plus importante encore, c'est que vous voyez, c'est la même courbe, mais pour la survie globale. Et le bénéfice que vous voyez tout à l'heure pour la survie sans progression, il est confirmé en survie globale avec un gain de 1 an. Donc on gagne 1 an de survie. 1 an dans cette situation, c'est énorme, c'est globalement 20% de survie en plus pour ces patientes. Et surtout, c'est une qualité de vie qui est conservée, parce que les traitements oraux, c'est beaucoup plus facile que de la chimiothérapie, ça comporte des effets secondaires, mais il y a vraiment un gain en temps et en qualité de vie. Ça, ce sont les données pour les patientes ménopausées. Pour les patientes plus jeunes préménopausées, on a globalement le même bénéfice. Deuxième molécule, là aussi, qui est une molécule un petit peu technique, qui s'appelle l'olaparib. Alors, olaparib, ça veut dire quoi? On prend ces patients, ce sont des patients quand même particuliers. Elles ont cette mutation BRCA1, BRCA2, 10-15% des patients quand même. Vous avez vu tout à l'heure 58 000 cas de cancer diagnostiqués chaque année, donc on arrive à peu près à 6 000 patientes par an. Alors, vous voyez, quand on est muté BRCA1, cette protéine, elle ne fonctionne pas.
simplement, en 2 mots, cette protéine elle est indispensable pour réparer l'ADN. Si on n'a pas cette protéine et qu'on bloque en plus celle-ci, et bien la cellule tumorale est totalement incapable de survivre et l'ADN se casse, n'est pas réparé, la cellule meurt. Donc l'idée de ce traitement, là encore, c'est d'aller cibler une particularité de la cellule tumorale et d'aller inhiber cette enzyme. N'ayant plus BRCA, n'ayant plus PARP, elle meurt. Alors, de la même manière, les courbes de survie, donc là vous avez une étude très récente, ça a été publié au printemps 2021, une grosse étude qui porte sur 2000 patientes qui ont une maladie agressive, du fait de la taille de la maladie, d'un envahissement ganglionnaire, d'un indice de prolifération élevé, soit hormonodépendante, soit triple négative, et porteuse de cette mutation. 2 groupes de patientes, des patientes qui vont avoir le traitement standard, à savoir le plus souvent de la chimiothérapie, puis de la chirurgie, puis de la radiothérapie, c'est la courbe bleue, et en orangé, des patientes qui vont en plus, après toute cette séquence de traitement, avoir le médicament à l'étude en prise orale pendant 1 an. Comme tout à l'heure, vous voyez que les courbes se séparent rapidement, nettement, et ne vont jamais se recroiser par la suite. Et si on s'intéresse aux chiffres, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants pour nous. On va réduire le risque de récidive invasive, donc de rechute de la maladie mammaire au niveau du sein, de 40%. On va réduire le risque de récidive à distance pareil de 40%, et un petit peu le Graal, c'est que cette diminution de récidive va surtout se traduire par une augmentation de la survie, plus de guérison. Vous voyez, on réduit d'1 tiers le risque de décès, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ça, c'est tout nouveau. On commence à le prescrire aux patientes là actuellement et c'est une énorme avancée thérapeutique. Alors par contre, évidemment, donc, des nouveaux traitements oraux, d'abord, c'est comme je dis des énormes avancées thérapeutiques. Ça permet de personnaliser les traitements. Ça permet aussi de démédicaliser les patientes, elles viennent moins à l'hôpital, elles sont plus autonomes, la qualité de vie elle est transformée, mais le corollaire, il y a quand même des choses négatives. Donc, apparaissent des nouvelles toxicités qu'il a fallu apprendre à gérer, qui sont assez spécifiques, qui sont totalement différentes de la chimiothérapie et qu'on nécessitait la formation des oncologues déjà, et puis la mise en place de structures et une éducation thérapeutique assez différentes. Et il ne faut pas négliger le fait qu'avoir un traitement oral, c'est vachement bien, mais quand même, on est tout seul chez soi, parfois on a des questions, on n'a personne pour y répondre, et ça peut être une source d'angoisse assez paradoxale. Et donc, ce qu'on propose à la HEGP, c'est une particularité, je pense, de notre structure qui est vraiment une belle plus-value, c'est ce qu'on appelle l'HDJ de thérapie orale. Donc l'HDJ de thérapie orale, comment ça se passe? Vous avez une demi-journée qui est dédiée à l'initiation de la thérapie orale, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, on se focalise sur le sein, mais toute thérapie orale peut en bénéficier. Et ensuite, des consultations de suivi, donc soit téléphoniques, soit présentielles, en fonction du besoin des patientes. Donc, la patiente va vraiment être au centre de toute cette demi-journée et elle va rencontrer différents intervenants. L'intervenant principal, c'est l'infirmière d'oncologie, qui va prendre un temps assez long avec la patiente, lui va expliquer un petit peu le fonctionnement du traitement, mais surtout comment le prendre, quels sont les effets secondaires qui peuvent arriver, comment les gérer et lui remettre des notices d'information. Et voilà, c'est une grosse séance de briefing. Autre intervenant très important, notre pharmacien. Pourquoi? Parce que en fait, les traitements oraux peuvent interagir avec les traitements usuels des patientes et on peut les sur- ou les sous-exposer, c'est-à-dire rendre le traitement trop toxique ou inefficace. Donc ça, c'est un point extrêmement important. On a le nutritionniste qui est disponible pour un petit peu comme tu disais, soit dans le versant surpoids, mais aussi dans le versant prévention de la dénutrition, donc dans ces 2 axes. On a Marie-Laure Alluy, notre socio-esthéticienne, qui est une infirmière qui est spécialisée en bioesthétique. Pas mal de thérapies orales ont des toxicités cutanées particulières, elle nous aide à les gérer. On a également l'équipe de psychologues de liaison et de psychiatres, si nécessaire, qui sont vraiment partie prenante de la prise en charge. Et les associations de patients qui ne vont pas être directement présentes lors de cette HDJ, mais qu'on peut solliciter via la maison des usagers. Et enfin, le médecin qui n'est jamais trop loin et qui est toujours disponible pour répondre à des questions de fond sur la maladie, par exemple. Donc ça, je pense que le retour des patients qui est très positif, c'est vraiment une plus-value de notre structure.
autre plus-value de notre structure, on essaye de répondre aux attentes des patients autrement que par une incrémentation des médicaments. Ce n'est pas forcément la meilleure solution, notamment pour les traitements anti-hormonaux. Pour les bouffées de chaleur, par exemple, on n'a pas de traitement oraux vraiment efficace pour lutter contre cet effet indésirable qui peut être assez courir la vie des patientes. En revanche, l'auriculothérapie, l'acupuncture, la sophrologie, ça peut être une bonne solution pour lutter contre ces effets indésirables. L'ostéopathie également, ça peut aider sur les arthromyalgies. Donc, dans ce sens, il y a vraiment une intégration des médecines, non pas alternatives, mais complémentaires, pour aider les patientes, et elles peuvent y accéder gratuitement, c'est très important, via l'association du service, qui est l'association Arctic. Donc en pratique, elles font la demande auprès de leur oncologue, qui leur remet un espèce de pass qui leur donne accès à l'ensemble de ces professionnels de santé. Voilà, je vous remercie.